Bonsoir, nous sommes le dimanche 26 octobre, il est 19 heures, et je voudrais vous parler de la façon dont nous travestissons la réalité, dont nous la transformons au regard, au prisme de nos attentes, de nos modèles, bref, comment nous la modelons à notre guise. Cela vaut non seulement dans notre regard sur ce que nous observons, et sur nous-mêmes, que nous voyons à travers le prisme de quelques schémas, quelques modèles, quelques typologies, mais cela vaut aussi, bien entendu, au niveau prévisionnel. Je fréquente un milieu qui est le milieu astrologique, ou de la voyance d'ailleurs, où il est monnaie courante de chercher des confirmations de ce qui a été annoncé. Et force est de constater que là, le sujet interagit avec l'objet et que par conséquent, on ne veut voir le réel qu'au prisme de notre modèle. Et ce que nous voyons d'ailleurs n'est pas forcément une invention, une création. C'est quelque chose qui existe, ce sont des faits. Ce sont des faits qui sont isolés en quelque sorte, qui sont extraits d'un ensemble beaucoup plus complexe. Et donc, on veut imprimer sur la réalité une certaine lecture qui est assez arbitraire, il faut dire ce qui est, et qui fait que toute prévision est susceptible d'être vérifiée par des faits qui sont concordants, mais qui ont le tort de ne pas être structurellement pertinents, si on peut dire, par rapport à l'objet étudié. J'ai déjà donné l'exemple de l'astronomie, où l'astrologie peut projeter des structures, mais ces structures ne sont pas intrinsèquement pertinentes par rapport à l'objet astronomique. Autant l'astronomie reconnaîtra l'existence de telle ou telle planète, de telle et telle étoile, autant les constellations zodiacales, par exemple, ne seront jamais considérées par l'astronomie comme des objets astronomiques à part entière, même si elles s'en servent en permanence. On sait très bien que dans ce cas-là, il s'agit de sérendipité, si on peut dire. C'est-à-dire, il s'agit d'une tradition qui s'est instaurée, qui n'a pas de valeur en elle-même, et qui finit par en avoir une quelque part, parce que c'est une réalité, entre guillemets, qui perdure. Et pour les astrologues, si on ne dissocie pas l'astrologie et l'astronomie, ce qui est aussi une possibilité, pour les astrologues, c'est bel et bien une réalité, puisque le fait d'être né sous une certaine constellation ou sous un certain signe, eh bien c'est une information qui peut apparaître comme déterminante, comme utile en tout cas. Donc, nous créons une nouvelle réalité, nous générons une nouvelle réalité, ou plus exactement, nous inscrivons dans la réalité globalement notre réalité qui devient une réalité plus prégnante que les autres réalités qui ne restent plus que virtuelles en quelque sorte. C'est-à-dire que nous, face à une réalité, nous déterminons ce que nous allons considérer comme virtuel. C'est une réalité, mais une réalité qui ne passe pas de la puissance à l'acte, et une réalité que nous considérons comme déterminante et comme prégnante. Donc tout ça, c'est une sorte de négociation qui
dont il faut maîtriser effectivement la dynamique. C'est un peu vain, bien sûr, tout ça me semble un peu vain. Mais dans le débat sur la physique quantique, c'est vrai qu'on peut dire que telle chose est à la fois vraie et fausse. Puisque elle est vraie, puisque cette réalité dans laquelle je la situe est extrêmement polysémique, polyvalente, et donc par conséquent, elle est porteuse de toute réalité, à la limite de toute lecture possible. Et c'est faux parce que cette lecture possible n'épuise pas la réalité dans sa complexité, dans sa totalité. Et même, non seulement elle n'épuise pas la réalité dans sa totalité, mais elle n'épuise même pas la réalité dans son essence, dans ce qui fait réellement son en soi, son ontologie, son être. Donc ce sont des couches successives qui viennent comme ça se surajouter. Alors, je voudrais terminer cette petite causerie en changeant un tout petit peu de sujet, mais légèrement, à savoir, qu'est-ce qui fait que nous tenons tellement à certaines choses, à certaines satisfactions, même en étant de mauvaise foi. Pourquoi nous avons besoin de croire à certaines choses et de valoriser, voire d'hypervaloriser certaines choses? Eh bien, c'est un symptôme, en vérité, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'un manque. C'est une compensation, je dirais. Plus nous sommes en manque, plus nous allons, et donc ça nous rend malheureux en quelque sorte, plus nous allons chercher des sources de plaisir qui ne régleront pas le manque, mais qui créeront une forme de divertissement, de distraction par rapport à ce manque. Et c'est une façon de dire que c'est une compensation, sinon une récompense. Nous avons les plaisirs que nous recherchons, j'en ai parlé d'ailleurs dans une causerie il y a quelques mois, la recherche du plaisir peut-elle nous guider? Les plaisirs que nous recherchons, il faudrait arriver à distinguer ceux qui sont des plaisirs de remplacement, en quelque sorte, de rechange, et quels sont les plaisirs qui sont véritablement significatifs pour nous, c'est-à-dire qui sont l'expression véritablement de notre projet, de notre sujet, de notre objet. C'est-à-dire, est-ce que quelque part, c'est quelque chose qui a une véritable résonance en nous, ou si c'est simplement un phénomène de distraction, de divertissement, comme je l'ai dit. Comment distinguer chez quelqu'un une activité qui lui est vraiment inhérente, qui correspond vraiment à un besoin intérieur profond, à une raison profonde d'être, et une activité qui est au contraire une forme de reconnaissance de l'échec ontologique, de l'échec existentiel, et qui finalement contribuera plutôt à aggraver la situation, ou en tout cas à procrastiner la solution de la situation par des satisfactions du moment, ponctuelles. Alors cela dit, on peut aussi se faire l'avocat du diable en disant que ces satisfactions que l'on s'accorde, qu'on se donne le droit, auquel on se donne le droit de s'accorder, viendrait de un sentiment d'avoir droit à cela, justement. J'ai droit à ça, j'ai bien le droit à ça, vu les misères que j'ai vécues, que j'ai subies, qu'on m'a fait subir.
j'ai bien droit à cela, qui sont des satisfactions en tant que telles, en quelque sorte. C'est une satisfaction. Et à la limite, ça serait une satisfaction à peu près pour n'importe qui. Ce sont des satisfactions collectives, on peut dire, standardisées. Et c'est ça le grand problème. C'est que les vraies satisfactions ontologiques sont des satisfactions qui ne font sens que pour nous, qui sont liées à notre histoire, à notre problématique, à notre dynamique. Alors que les fausses satisfactions sont des satisfactions standardisées, qui sont banales, comme, je sais pas moi, aller voir un film, aller au restaurant, acheter ceci, acheter cela. Ce sont des satisfactions satisfactions, ce sont des satisfactions que tout le monde peut s'accorder et qui ont quelque part une sorte d'effet garanti, mais d'effet qui ne tient pas compte réellement de ce que je suis, de ce que je veux, de ce que je peux.